Je suis très heureux de vous retrouver après 3 semaines de pause estivale. Je n'ai pas oublié notre lecture suivie des entretiens d'Épictète commencée au mois de juin, et je continue aujourd'hui ce commentaire du premier livre des entretiens avec le chapitre 5, intitulé Contre les académiciens, Prostus Academaicus en grec. Chapitre dans lequel Épictète s'oppose très clairement et de manière assez virulente, comme on va le voir, au scepticisme des académiciens, qu'il oppose à l'évidence des représentations adéquates ou compréhensives de la réalité que permettent les sens. On s'éloigne avec ce chapitre de mon domaine de recherche privilégié, à savoir l'éthique et tout ce qui concerne le comportement du philosophe au quotidien, mais c'est tout l'intérêt précisément d'une lecture suivie telle que celle que l'on mène en ce moment. La lecture et le commentaire continu d'une œuvre permettent de se confronter au texte dans sa globalité et non seulement aux passages qui nous intéressent, et exigent de ce fait de se frotter aux différents aspects de la pensée d'un auteur, y compris lorsque des thématiques ou des problématiques moins familières sont abordées. C'est un excellent exercice qui demande un certain effort, mais qu'il vaut la peine de faire à mon avis. C'est d'ailleurs ce que les différents cursus de philosophie proposent, avant de pouvoir se spécialiser en master puis en doctorat sur une période ou un auteur précis, voire le plus souvent sur un aspect très précis d'un courant de pensée ou d'un philosophe. Par ailleurs, la logique stoïcienne, et ici la théorie de la connaissance stoïcienne, est étroitement liée au mode de vie philosophique et a également une incidence sur l'éthique stoïcienne, c'est-à-dire sur la manière de se conduire dans un monde que l'on peut connaître, contrairement à l'opinion défendue par les académiciens. Ce chapitre des entretiens, en effet, est explicitement dirigé contre une école philosophique concurrente, la Nouvelle Académie, et contre la doctrine sceptique défendue par les philosophes de cette école. Représentée notamment par Carnéade, mais aussi par Cicéron, la Nouvelle Académie se caractérise sur le plan doctrinal par une conception probabiliste de la vérité, une conception très proche du scepticisme. Pour les académiciens, en effet, qui s'éloignent de ce point de vue du fondateur de l'Académie, à savoir Platon, on ne peut atteindre dans le domaine de la connaissance que le probable, les représentations vraies n'étant pas discernables pour eux des représentations fausses. Concrètement, il convient donc de diriger sa vie à partir du probable et du vraisemblable, et de suspendre son jugement quant à la vérité de nos représentations. La critique de la connaissance entraîne ainsi les académiciens au scepticisme, ce qu'Épictète réfute avec force dans le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, ainsi que dans le chapitre 20 du livre 2, dirigé quant à lui contre les épicuriens d'une part et les académiciens. Dès le début du chapitre 5, au paragraphe 1 et 2, Épictète décrit l'attitude du philosophe de la Nouvelle Académie, c'est-à-dire du philosophe qui résiste à ce qui est hautement évident, c'est au paragraphe 1, ou plus littéralement, à ce qui est vraiment ou pleinement manifeste. En grec, prosta, agan, ekphane. Or, poursuit Épictète, cet homme-là, il est impossible de trouver quelque argument pour le convaincre de changer d'avis. Et pour Épictète, cette incapacité à changer d'avis ne vient pas de la force dunamine de cette personne, ni de la faiblesse de l'enseignant, ten tu didaskontos asthénéian, qu'Épictète ne refuse pas d'admettre, y compris en ce qui concerne son propre enseignement, mais dans le cas du philosophe académicien, cette incapacité à changer d'avis vient de sa posture de départ. Celle qui consiste, comme Épictète le dit au paragraphe 2, à nier la possibilité d'une connaissance vraie. Face à ces personnes, nous dit Épictète, inutile d'argumenter. Au livre 2, chapitre 20, Épictète réaffirme cette difficulté à faire changer d'avis les académiciens et propose par contre une solution à cette difficulté, ce qu'il ne fait pas au chapitre 5 du livre 1. Si aucun argument n'est capable de les convaincre, dit-il, il convient de confronter les académiciens à la réalité en leur donnant par exemple du vinaigre à la place de leur tisane, ou bien en ajoutant de la saumure dans leur bain plutôt que de l'huile, afin de bien leur montrer qu'il existe, comme le pensent les stoïciens, des représentations adéquates permettant d'atteindre la vérité. Dans le cas des académiciens, la solution ne passe donc pas par des arguments, mais par la confrontation à la réalité que nos sens nous permettent de connaître, quoi qu'ils en pensent. Pour les académiciens, en effet, les sens nous trompent parfois, et de ce fait, on ne peut être sûr de rien. L'exemple typique que prennent les académiciens et que reprendra Descartes dans les méditations métaphysiques, pour le rejeter ensuite au profit de l'idée claire et distincte, l'exemple typique est le suivant. Écrivant bien au chaud dans ma chambre, comment puis-je savoir que je suis réellement en train d'écrire bien au chaud dans ma chambre ? Ne suis-je pas en train de rêver que j'écris ? En d'autres termes, en quoi la représentation d'une personne éveillée est-elle différente de la représentation d'une personne endormie rêvant qu'elle est éveillée ?
C'est cet argument auquel Épictète fait référence aux paragraphes 6 et 7 de notre chapitre, pour expliquer la difficulté, voire l'impossibilité de discuter avec les académiciens. Épictète parle avec un académicien et lui demande « Saisis-tu bien que tu es éveillé ?» « Non, répond l'académicien, car ce n'est pas non plus le cas quand je dors et que je m'imagine être éveillé. Cette représentation, poursuit Épictète, n'est donc en rien différente de l'autre. En rien, lui répond l'académicien. Fin de la discussion. Épictète poursuit au paragraphe 7. Puis-je encore discuter avec lui ? Quel feu, quel fer lui appliquer pour qu'il sente qu'il est un cadavre ? Il le sent, mais il fait semblant que non. Il est encore pire qu'un cadavre. Ce refus de s'incliner devant l'évidence, point de départ de notre chapitre, correspond précisément à ce refus des académiciens d'assentir aux représentations adéquates ou compréhensives, ces phantasiae catalepticae dont les stoïciens défendent au contraire l'existence. Et cette attitude des académiciens qui refusent de changer d'avis devant l'évidence, c'est pour Épictète une pétrification de l'intelligence. Donc littéralement, une pétrification de l'intelligence. Etu noeticou apolitosis. Plus encore, nous dit Épictète, c'est la mort de l'âme, ou plus littéralement, pour reprendre l'expression grecque, la destruction de l'âme. Tes psyches aponekroumenes. On a ici deux expressions très fortes qui désignent l'état de celui qui refuse l'évidence et qui s'ajoutent au terme de cadavre employé au paragraphe 7 pour désigner l'état de celui qui refuse de voir l'évidence que les sens, dans des conditions normales d'exercice, nous permettent d'appréhender. C'est la première posture sceptique attaquée dans ce chapitre par Épictète, attaquée violemment. Mais Épictète, dans ce chapitre 5, critique également une deuxième attitude sceptique, une deuxième sorte d'infirmité ou de pétrification, pour reprendre les termes employés par Épictète. C'est l'attitude des personnes qui voient la contradiction de leurs propos, mais ne cherchent pas à s'en sortir et se complaisent finalement dans la contradiction. C'est l'attitude qui est décrite au paragraphe 8 à 10. Sur les contradictions des académiciens, je vous renvoie de nouveau au chapitre 20 du livre 2, en particulier les paragraphes 1 à 5, dans lequel Épictète nous donne un certain nombre d'énoncés contradictoires proférés par les académiciens. J'en cite quelques-uns, donc je cite les paragraphes 4 et 5 du chapitre 20 du livre 2. Supposons encore que quelqu'un vienne nous dire « Sache qu'on ne peut rien savoir, mais que tout est incertain ». Ou un autre « Crois-moi, cela te sera utile, il ne faut absolument pas croire un homme. » Ou encore un autre « Apprends de moi, homme, qu'on ne peut rien apprendre. Je te l'affirme et je te l'enseignerai si tu veux. » En quoi diffère-t-il, nous dit Épictète, de ces gens-là, ceux qui se prétendent académiciens ? Ô homme, disent-ils, donnez votre assentiment à l'affirmation selon laquelle personne ne donne son assentiment. Croyez-nous, personne ne croit personne. Ainsi, refuser de reconnaître la contradiction de nos propos, donc refuser d'abandonner des propositions contradictoires telles que celles énoncées ici par les académiciens, est également pour Épictète une sorte de pétrification, non pas de l'intelligence, mais du sentiment de honte, etu entrepticou apolitosis, sentiment qui devrait conduire naturellement celui qui se contredit lui-même ou qui tient des propos contradictoires à changer d'avis. Dans la suite du texte, au paragraphe 9, le sentiment de honte est associé à la réserve, to aidemon, cette vertu qu'il convient pour Épictète de préserver et qui correspond pour Pierre Hadot à la science prudente du juste reproche. Et en l'occurrence ici, le juste reproche devrait être adressé à soi-même lorsqu'on est face à ses propres contradictions et devrait conduire celui qui possède cette vertu à changer d'avis. Pour Épictète, cette attitude sceptique, cette posture épistémologique, c'est le signe non pas d'une force intellectuelle, mais d'un manque de réserve et de sentiment de honte. C'est le signe, dit-il encore, que la faculté de la raison, to logikon, dont on a parlé dans les chapitres précédents, a été abrutie ou rendue sauvage, littéralement, pour reprendre le terme grec, changée en bête, apotheteriotai. La partie rationnelle n'a pas été amputée, dit-il, mais abrutie. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre des Entretiens, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le commentaire du chapitre 6 qui porte sur la Providence. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et surtout, portez-vous bien. Non, c'est pas de la tisane.